Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous et bienvenue dans Entreprise et passion sur Logos FM avec aujourd'hui un invité exceptionnel, il faut le dire, Xavier Omerin, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir répondu à cette invitation, merci d'être venu sur Logos FM. Je ne peux pas, bien que j'imagine quasiment tous nos auditeurs connaissent ce nom, connaissent l'entreprise, mais je ne peux pas débuter cette émission sans vous demander de nous en raconter un petit peu la genèse, Xavier Omerin. Alors, l'entreprise, en fait, le savoir-faire familial de Tresseur est né en 1906 dans la famille. Et en fait, moi, je suis un peu un enfant des ruisseaux. Qu'est-ce que c'est un enfant des ruisseaux ? C'est-à-dire que dans la vallée d'Ambert, cette vallée exposée nord-sud, vous avez d'un côté les contreforts du Forez et de l'autre côté le Livradois. Et de ces deux montagnes descendent des ruisseaux vigoureux d'ailleurs, toujours avec une eau très claire, très pure, c'est ce qui explique aussi l'histoire des papeteries. Mais quand vous avez de l'eau qui descend dans les ruisseaux, vous avez à quelque part des roues qui activent et qui apportent la force motrice au moulin. D'abord au moulin papetier pendant plusieurs siècles, et puis avec le déclin de la papeterie, ces roues ont continué à tourner pour apporter la force motrice à des activités nouvelles. Alors vous avez des activités comme le décolletage, la galvanoplastie, les activités textiles, et puis le tressage qui est apparu il y a un peu moins de 2 siècles, dans la vallée d'Ambert, parce que les soyeux lyonnais cherchaient des sous-traitants pour leur fournir des lacets, des passementeries, des galons et des petites choses qui allaient orner les rideaux et les produits de la confection. C'est comme ça que mon arrière-grand-père commence en 1906 son activité de tresseur passementier. La plupart des tresseurs étaient d'abord des tresseurs à façon, c'est-à-dire que les donneurs d'ordre leur apportaient le coton, leur donnaient le fil, et eux apportaient le savoir-faire et rendaient des tresses et des passementeries à leurs donneurs d'ordre. Et puis l'activité dans la famille restait artisanale, au moulin de Chantemerle, qui est quelques kilomètres de Vertolaye. Elle est restée artisanale, elle s'est même arrêtée pendant la guerre parce que mon grand-père était en captivité en Allemagne. Et puis elle a repris après dans les années 45-50. Et puis en 53, mon père décroche son diplôme d'ingénieur des arts et métiers et donc revient à la maison et propose à son père de changer un petit peu d'orientation, parce qu'il trouvait que la passementerie était un peu un gagne-misère. Et il lui disait, tu sais, avec notre savoir-faire de tresseur, on pourrait orienter notre savoir-faire vers l'isolant électrique, qui serait un peu plus rémunérateur. Et aujourd'hui, les fabricants de moteurs, les fabricants d'appareils électrochauffants cherchent des gaines isolantes pour isoler les connectiques, pour isoler les sorties de bobinage. Et puis mon grand-père lui a dit, écoute, c'est peut-être une bonne idée, mais moi j'ai toujours su faire de la passementerie artisanale et traditionnelle. Et je pense que si tu veux faire quelque chose de nouveau, mets-toi à ton compte. Et mon grand-père a aidé mon père à acheter un moulin qui s'appelle le moulin de Repotte, là où je suis né, moi, début des années 60. Et mon père, pendant toutes les années 50, a réparé des vieilles machines, des vieux métiers à tresser en bois, qui étaient particulièrement appropriés pour faire du tressage de fil de verre, et a démarré son activité en nom personnel en 1959. Les années 50 ont été particulièrement compliquées parce que mon père a été appelé 2 fois pour 2 longues périodes militaires pendant la guerre d'Algérie, donc lui il était sur la frontière marocaine. Et donc il a perdu un petit peu de temps, puis en 59 il démarre dans son moulin Repotte, qui est situé sur la commune de Marat, entre Marat et Ollières, puisqu'il y a la route qui sépare les deux parties, les 2 ateliers. Et donc il démarre son activité de fabricant de gaines isolantes tressées en fibre de verre. Pour les fabricants de moteurs, pour les bobiniers, ce qu'on appelait, c'est qu'à l'époque, les moteurs, quand ils étaient usés, on les amenait chez le bobinier, puis ils étaient rebobinés et aujourd'hui, les moteurs, on les jette et on va en acheter un neuf. Et on recommence. On va acheter un moteur chinois qui coûte rien, voilà.
Et puis très rapidement, ses clients lui ont demandé de faire du câble électrique. Parce qu'en réalité, dans les sorties de bobinage, vous avez des fils qui vont de la plaque à borne aux bobines. Et puis dans les cuisinières électriques, les premières, vous savez, on était dans les Glorieuses, toute la France s'équipait en appareils électroménagers. Dans les cuisinières électriques, il fallait bien entendu isoler les fils, mais il fallait surtout alimenter les résistances électriques avec des câbles qui pouvaient résister à la température que le four allait atteindre ultérieurement. Donc il fallait des fils électriques isolés avec des matériaux comme la fibre de verre qui tenaient à 300-400 degrés. Donc très rapidement, l'entreprise est devenue, donc il se met à son compte en nom propre en 59, il passe en société anonyme en 61 sous la dénomination de Tresse et Câbles d'Auvergne, établissement Michel Ommerin. Alors on verra quelques années plus tard que c'est un petit peu compliqué à vendre à l'export, c'est un peu long, mais c'est comme ça que les gens se définissaient par leur attachement au territoire déjà, oui. et puis il fallait mettre tout le catalogue en vitrine. Donc Tresse et Câbles d'Auvergne, et donc pendant toutes ces années il s'est développé principalement vers ces deux activités importantes qui étaient les fabricants de moteurs, les bobiniers et puis les fabricants de cuisine électrique. Donc il a fourni le Roi Sommer, ABB, les moteurs de Normandie, il a fourni Scholtes, De Dietrich, Arthur Martin, Rosière, qui sont toutes ces marques qui parlent aux Français. Et puis il s'est développé jusqu'à ce que le moulin de Ropotte soit trop petit et qui commence à réfléchir à s'installer sur un endroit un peu plus plat, parce que vous savez que chaque fois, dans ces moulins-là, chaque fois qu'on voulait gagner 100 mètres carrés, il fallait casser la roche. Ouais. Et donc, il s'installe à la zone industrielle d'Ambert, qui en était à son tout début. Faut pas oublier que les activités industrielles, elles étaient encore dans les moulins. Elles étaient pas encore dans des zones artisanales ou dans des zones industrielles. Il a fallu que le prix de l'énergie baisse et que l'énergie remplace la force motrice des roues de moulin pour qu'on crée des zones industrielles. On était aussi à la période du plein emploi, donc bien sûr. Mon père allait visiter les fermes et allait sonner aux portes pour trouver des salariés. Donc c'était pas forcément très simple. Il y avait une magnifique usine Roussel-Luclaf qui s'était installée après-guerre et qui aussi employait beaucoup de main d'œuvre. Donc c'était difficile. Il y avait un peu de pénurie. Donc il se développe, il s'installe à Ambert en 71 dans un pré. C'est aussi simple que ça. Il construit 1000 mètres carrés. Et il en fait son siège social, tout en conservant, bien entendu, son activité au Moulin de Ropotte, qui est à 23 km, avec des navettes qui, le matin, midi et soir, amènent la marchandise et la ramènent, etc. 71, l'entreprise poursuit son développement. En 76, il va créer une activité de tressage de flexibles pour le sanitaire et le génie climatique. Et moi, je vais le rejoindre en 85. Après mes études. L'entreprise était une belle PME locale qui employait 140 salariés, qui réalisait un chiffre d'affaires à l'époque de 48 millions de francs français et qui faisait 18% à l'export. Alors c'était un commerce, lui pratiquait un commerce un petit peu, un peu défensif, c'est-à-dire que les produits étaient de qualité, et le besoin était là. Donc, quand on fait des produits de qualité, et lui, c'était avant tout un industriel, un excellent technicien et un entrepreneur industriel, les clients sont plutôt venus à lui que lui allait les chercher. Comment sont-ils venus au début à Ambert, Xavier Morel ? Parce que quand même, il n'y avait pas Internet. Ils sont venus parce qu'à Ambert, il y avait une douzaine d'entreprises de tressage. Donc c'était déjà un focus. Alors Ambert était un peu... Le tressage était à Ambert, parce que la coutellerie était à Thiers, même si cette activité était plus récente et qu'il y avait moins de tresseurs que de couteliers à Thiers. Mais c'était déjà une spécialité locale. Et quand les gens cherchaient de la corde, ils savaient que c'était de la corde tressée, de la ficelle, de la tresse élastique, ils allaient trouver ça dans une des entreprises du livradois. Et 85, vous arrivez, mais c'était
Un choix, c'était un vrai choix. Oui, c'est un choix parce que moi je suis né dans cette ambiance. D'abord, je suis né à Repotte. Moi, mon berceau, c'était une caisse de canettes. Et puis, quand je disais je suis un enfant des ruisseaux, mon père n'avait pas la place de construire une maison, alors il a mis un pylône sur le ruisseau pour faire quelque chose qui ressemblait à une maison. Vous savez, l'entrepreneur à cette époque-là, il passait... pour passer de l'atelier à la salle à manger, il y avait une porte. Il y avait la porte. Il y avait une porte. Donc, on vivait avec le bruit des métiers à tresser, on vivait avec le bruit de l'eau qui coule sous la maison. Et puis, très bien, hein, on s'en accommodait parfaitement. C'était notre histoire. Et donc, moi, quand j'étais gamin, j'allais jouer... J'allais jouer au milieu des métiers à tresser, au milieu avec les vernisseurs, avec les gens qui faisaient les cartons d'emballage, avec les gens qui chargeaient les camions, et puis j'allais jouer avec l'eau du ruisseau. Donc moi, c'est ce qui m'a bercé. Et puis, je pense qu'à la fin de mes études, je me suis dit, je suis quelqu'un d'assez direct et assez pragmatique, je me suis dit... cette entreprise, c'est une belle entreprise, elle vaut le coup d'être développée. Je suis rapidement tombé, alors ça paraît bizarre parce que je suis tombé amoureux des produits. C'est-à-dire que j'ai eu un lien fort avec le produit, avec son aspect, avec son usage, avec les difficultés de l'utiliser. J'ai appris mon métier chez mes clients, en fait. Autant... il a fallu que je me fasse un petit vernis technique parce que je ne suis pas du tout technicien et je vous assure, il vaut mieux me donner une burette d'huile qu'un marteau. Je fais beaucoup moins de dégâts. Donc, j'étais plus dans le commerce. Déjà, il fallait développer un commerce un peu offensif parce que c'était fini les clients qui venaient. Moi, j'avais eu la chance, à la fin de mes études, de passer une année en Angleterre pour apprendre l'anglais, et je me suis aperçu que ça a été une force terrible pour exporter nos produits, pour aller les vendre aux quatre coins du monde. Et donc je me suis attelé à cette tâche. Alors j'ai fait ça par étapes. Je suis rentré comme responsable commercial, directeur commercial. J'ai développé un réseau d'agents sur la France. J'ai pris des points d'appui chez les distributeurs. C'est important aussi parce que on était peu présent sur le marché de la distribution de matériel électrique. J'ai lancé en 91 une activité. Enfin, j'ai lancé, on va dire, une stratégie très offensive à l'exportation. Alors, des catalogues traduits, des foires à l'étranger, beaucoup de prospection, une secrétaire trilingue, des agents, des représentants aussi dans tous les pays du monde, des bureaux de vente. Tout ça a plutôt payé, on s'est plutôt bien développé, et en 97, je me suis dit que pour accélérer la prise de part de marché, il fallait acheter des concurrents ou acheter des entreprises qui allaient compléter mon mix produit, c'est-à-dire compléter ma gamme, élargir ma gamme, et surtout nous permettre d'être encore plus crédibles sur un créneau qui à cette époque-là, c'était bien élargi par rapport au métier et au lien produit-marché initial. Au début, on parle de moteur électrique et de cuisinière électrique. Fin des années 90, on parlait déjà de câbles dans les installations ferroviaires, dans les fours industriels, on parlait de câbles de pyrométrie, de mesure de température, on parlait de câbles dans des systèmes de régulation, d'alimentation, d'éclairage. On était beaucoup plus présents. On était aussi sur le marché des câbles de sécurité incendie, donc dans le bâtiment, alors qu'avant c'était pas du tout notre créneau. Fin des années 90, nos câbles se retrouvent au Grand Stade de France, à la Bibliothèque François Mitterrand, au Parlement européen, dans tous les grands bâtiments publics, les parkings souterrains, les tunnels routiers, les hypermarchés, etc. Donc 97, une première acquisition d'un petit câblier à Montrond-les-Bains. Et puis en 99, je rachète le concurrent historique de l'entreprise, depuis l'après-guerre, qui s'appelait Silisol à Saint-Étienne. Et là, je rachète une société aussi importante que la nôtre. Bien sûr. Donc avec une prise de risque. Et c'est ce que j'expliquais dans le petit journal
interne à mes salariés. J'ai dit, vous savez, quand moi, j'ai signé le rachat de Silisol en 99, c'est un peu ma coupe du monde à moi, quoi. C'est-à-dire tout à fait. On est dans du sport. Chacun ses victoires. C'est un petit sport. C'est un peu un sport de haut niveau aussi, dans une certaine mesure. Et puis on a continué avec près d'une vingtaine d'acquisitions, directes ou indirectes, en France comme à l'étranger. Et en plus des acquisitions, des développements internes, c'est-à-dire des créations de filiales, des implantations nouvelles et puis des extensions. Imaginez qu'en 71, on avait 1000 m² la zone industrielle d'Ambert, ou ce qu'elle allait devenir. Aujourd'hui, on part de 10 hectares, dont 6 hectares de construits. Donc on parle de 60 000 m². On parle de 1000 m² en 71 et 60 000 m² construits aujourd'hui à Ambert, où on emploie, on va dire, environ 300 salariés sur la zone d'Ambert. Et voilà. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais 40 ans plus tard, on est 1700, on a 16 usines, dont 11 en France et 5 à l'étranger, Tunisie, Espagne, États-Unis. On a 11 filiales de business développement qui ont... Alors quand je dis business développement, ça veut dire que c'est une filiale avec une à 5 personnes qui travaillent sur la promotion de nos produits, mais aussi sur le sourcing de matières. Donc on en a 11, donc l'Inde, la Chine, Singapour, Cracovie en Pologne, Mexico, voilà, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. On est un peu partout. Et puis on développe aujourd'hui l'activité câble dite de spécialité représente 70% de nos activités. Et on a créé 3 autres business units. Alors, en français, ça s'appelle domaine d'activité stratégique, qui sont les éléments chauffants souples, les tubes et les profils extrudés et les flexibles, et puis les dispositifs médicaux et pharmaceutiques. Alors ça, c'est totalement nouveau, et c'est en 2015 qu'on a mis le pied dans un nouveau monde pour nous, pour fournir des pièces injectées, des pièces montées pour l'emballage primaire pharmaceutique et pour les hôpitaux, notamment pour la gynécologie, l'endoscopie digestive, etc. Donc voilà, ça, c'est une spécialité un peu à part. Voilà, on est aujourd'hui 1700. Et j'ai terminé ma carrière l'année dernière, au mois d'avril, où j'ai passé la main à mon successeur qui s'appelle Pierre Saint-Voisin, qui travaille avec une équipe formidable. De 5 collaborateurs, ils composent le COMEX du groupe. Et autour du COMEX du groupe, par business unit ou par site principaux, il a créé des comités de direction qui pilotent. Et on a aujourd'hui 1001 projets, enfin ils ont 1001 projets que je regarde avec beaucoup de bonheur, parce que j'ai ce sentiment que j'ai passé la main et peut-être un peu au-delà, j'espère avoir assuré par les décisions et par les collaborateurs que j'ai choisis, par la structure et l'organisation que j'ai mis en place, à la pérennité de l'entreprise à plus long terme. Merci d'être resté avec nous sur Logos FM dans une émission où l'entrepreneuriat et l'entreprise sont poussés à l'extrême avec vous, Xavier Homerin. Merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous nous avez évoqué cette entreprise historique créée en 1906 par votre arrière-grand-père. Vous nous disiez être un enfant des ruisseaux dans cette vallée du Forez qui a vu 400 moulins présents sur le territoire. Dans ce métier de la passementerie qui a été la vôtre au départ, avec une bascule en 1959 et l'arrivée de votre père qui va ouvrir une nouvelle étape avec cette création de gaines isolantes en fibre de verre et puis une évolution vers les câbles électriques. Aujourd'hui, les câbles de l'extrême, eh bien, ce sont 1700 salariés, 20 acquisitions en 20 ans, 11 usines, un passage de relais que vous avez fait l'an dernier, mais en ayant anticipé au travers de vos passions qui ont germé et que vous avez développées au fil des ans. Alors, on va essayer d'en faire un peu une palette de toutes ces passions. On commence par laquelle ?
Peut-être la fondation. Allez, la fondation. La fondation et le moulin, puisque elles sont quand même très liées. La fondation, en fait, historiquement, l'entreprise, moi j'ai toujours considéré, mon père le faisait aussi, qu'une entreprise, qui plus est, qui marche plutôt bien, doit redistribuer sur le territoire, sur son territoire. C'est important parce que l'entreprise fait partie intégrante de la vie d'un territoire. Et donc, redistribuer aux associations, être un acteur de la vie du territoire, pour moi, c'est une évidence. Et c'est vrai à Ambert, aujourd'hui, où on a notre siège, mais c'est vrai aussi sur tous les sites et dans toutes les villes et dans tous les pays où on a des sites industriels et des filiales. On essaye et on participe aux activités associatives et aux activités du territoire. Et donc, j'avais pas l'idée au départ de créer une fondation parce que, vous savez, une entreprise, elle fait un chèque à une association, elle a un reçu, voilà, ou alors que ça soit une association d'utilité publique, d'intérêt général, ou un club sportif local, etc. Enfin, voilà. Et puis, moi, je suis tombé aussi un peu amoureux d'un moulin qui s'appelle le moulin de Noirat. Je connaissais bien le père Abbé qui en était sa tutelle historique, puisque c'était une colonie de vacances depuis l'après-guerre. Et ce moulin, il est tombé en ruine et surtout, la colonie s'est arrêtée en 2003 parce que la commission de sécurité, on va dire à juste titre, a dit non, c'est plus possible. C'est plus possible. Et donc, j'avais sollicité le père Abbé Duval pour qu'on essaye d'imaginer ensemble ce qu'on pourrait en faire. Et puis lui, il était resté et campé sur son envie de réouvrir la colonie. Donc, il s'était arc-bouté là-dessus, mais d'abord, il vieillissait, il devenait plus fatigué, il n'avait pas d'énormes moyens. Bon, tout ça pour arriver en 2013 ou 2014, où je me rapproche... Le père Duval était parti en maison de retraite, où je me rapproche du président de l'association de la colonie. Et puis, on signe une vente en 2015 au profit de la fondation qu'on venait de créer, parce que je me suis aperçu que la restauration de ce lieu allait être particulièrement copieux, que moi, c'était un projet qui me passionnait, et qu'il fallait sauver cet endroit pour les gens du territoire. C'est tout simple. Ce lieu ne pouvait pas mourir. Alors, ce n'était pas un monument historique, c'était presque même d'ailleurs un avantage. Oui. Parce que monument historique, ça devient techniquement et administrativement, c'est un peu plus lourd à gérer. Donc, on crée cette fondation avec pour objet, d'une part, la restauration et du moulin de Noirat et de lui redonner vie, autour d'activités culturelles, touristiques. C'était votre idée de départ, ça ? Oui, c'est vraiment mon idée. Oui, je voulais pas recréer un nouveau moulin à papier, un musée du papier. Le moulin Richard Debat est formidable, c'est une grande fierté des Ambertois. Tous les gens connaissent, vous savez, vous citez Ambert, les gens vous citent la Fourme et le moulin de Richard Debat. Voilà. Et c'est bien mérité. Oui. Et il continue, par bonheur, il continue à vivre. Il a été cédé il n'y a pas très longtemps et son repreneur est très dynamique. Donc on n'allait pas faire un deuxième musée du papier. Par contre, refaire vivre d'une autre manière un deuxième moulin dans une vallée voisine, puisque vous avez la vallée de Laga où il y a le moulin Richard Debat, et puis la vallée de Noirat, où il y avait aussi plein d'anciens séchoirs, d'anciennes roues de moulins. Et donc, on crée d'abord cette fondation. On obtient auprès de l'administration fiscale une autorisation d'éligibilité du projet, parce que vous ne pouvez pas comme ça, en claquant des doigts, dire tiens, je vais retaper un moulin. Je veux dire, le moulin, c'était pas ma maison de campagne, vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Quand on crée une fondation, il y a quand même une défiscalisation qui est opérée, et quand il y a une défiscalisation, il y a l'administration qui dit qu'elle allait vous faire de cet argent. Ce qui est assez normal. Ce qui paraît relativement normal. Et donc on obtient de l'administration, je les en remercie,
Et finalement, l'autorisation de restaurer ce moulin autour du projet qui a été présenté, qui était déjà très copieux et très détaillé, parce que vous n'y allez pas avec un petit bout de papier en disant tiens, on va repeindre la façade. Et voilà. Et donc on s'attaque à ce projet-là. On met 7 ans. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, j'étais en activité, j'étais encore le PDG du groupe et j'étais bien occupé. Deuxièmement, la fondation, elle travaille avec un groupe de projets, 3 architectes sont formidables, un scénographe et une décoratrice qui tous les 5 sont vraiment investis dans ce projet-là pour faire le résultat qu'on connaît, pour obtenir le résultat qu'on connaît. Je les citerai pas tous, mais je les salue au passage. Ça a été vraiment une histoire de passion et un travail pendant ces 7 années qui ont été formidables. Gros investissement et un gros engagement de leur part. Ces temps, pourquoi ? Parce que voilà, j'avais d'autres choses à faire, parce que Covid. Bien sûr. Et puis parce que, faut bien les citer, faut bien rendre, gloire à nos services administratifs et à leur efficacité redoutable, et à leur simplicité dans la manière dont ils traitent les questions qu'on leur pose. Et on a juste perdu 2 ans grâce à tous les services administratifs qui ont dû instruire ce projet. Bien voilà. Sûr. Alors maintenant, c'est dit, voilà, c'est dit, c'est fait, c'est fait. Ça sortira pas de ce studio. Voilà, personne n'en saura rien. Non, ça a été difficile. Voilà. On ouvre en 2022, formidable. Et puis, on se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. C'est-à-dire créer une saison culturelle. Enfin, moi, j'ai vendu des câbles et des tresses. Je suis un industriel. Je suis pas un producteur ni un artiste, plus que ça. Et donc, on apprend tout. On apprend tout. D'abord, on prend notre licence d'organisateur de spectacle vivant. On se forme. Je recrute. Et en plus... je recrute des gens qui ne viennent pas du sérail de la culture. Et c'est comme ça. Vous savez, qu'on fait des choix de recrutement. Voilà. Donc, je recrute Maude Colombier, qui est la directrice, que je salue. Et puis, avec toute son équipe, qui est vraiment formidable. Et puis, on crée une première saison culturelle, donc une demi-saison, parce qu'on ouvre début juillet. D'où aussi la fête qu'on organise tous les ans, qui est la fête anniversaire de l'ouverture de Moulin. Donc, début juillet, on a une grande soirée... festive où tout le moulin est animé avec un apéro animé, avec un spectacle, un concert, etc. Et puis on ouvre des chambres d'hôtes et des gîtes. Et nos salles sont mises à disposition du public pour des locations d'espace. Séminaires, fêtes familiales, anniversaires, baptêmes. En plus, on restaure la chapelle du Père Abbé, qui est vraiment dans les sous-sols du moulin, sous une voûte magnifique. On la restaure et on en fait un lieu de culte, tel que l'abbé Duval l'avait prévu à cet endroit. On baptise cette chapelle la chapelle Saint-Pierre, c'est le saint patron des papetiers. La porte est toujours ouverte quand le moulin est ouvert, les gens peuvent aller s'y recueillir, etc. Ils peuvent y rentrer, ils peuvent ne pas y rentrer, et voilà, ils peuvent aller faire une prière, mettre un cierge, et puis organiser éventuellement un événement utilisant la chapelle. Et puis voilà, 4 ans plus tard, on a un bilan, c'est 7000 visiteurs qui poussent la porte du moulin, un festival de bande dessinée tous les ans, qui dure 2 jours et demi. On en est à la 4e édition. Cette année, ça sera le 23 et 24 mai. Donc, à Pentecôte, pour les gens qui se repèrent par rapport aux fêtes religieuses. Formidable, une quinzaine d'artistes, des événements, des concerts dessinés, des animations partout, des bouquinistes, une librairie... beaucoup d'animations partout dans le moulin. L'année dernière, 1 millier de visiteurs, donc c'est formidable. Et puis des concerts dans tous les styles. Alors au départ, bien entendu, de la musique classique parce que il y a un lien, on a un lien fort avec le festival de la Chaise-Dieu. Et que il y a des résidences d'artistes qui, pour partie, se déroulent, des résidences d'artistes du festival qui se déroulent au Moulin de Noirat avec un concert de sortie. Et un amphithéâtre qui est juste une salle de concert, un auditorium qui a été bien étudié par nos architectes et par
un bureau d'études acoustiques. Donc c'est vrai qu'elle est particulièrement bien réussie. Et les artistes sont très heureux de jouer dans cette salle. Et je pense qu'il faut aussi, quand les artistes se déplacent et se produisent dans une salle, je pense que c'est très respectueux des artistes que de leur fournir un matériel, une régie son, une régie lumière, des conditions acoustiques, des espaces, une loge, voilà, pour préparer leur concert. Et puis aujourd'hui, voilà, on fait le plein. Allez, on va dire à la moitié des concerts sont pleins. Et des spectacles pour enfants. Alors la musique c'est très large, hein, folk, alors classique, beaucoup de jazz bien sûr parce qu'on est un peu fondu de jazz, du swing, du rock, du pop. On a même eu du rap, du slam. Voilà, des choses très très variées. Je vais pas vous citer tous les spectacles, mais on vient de sortir la saison culturelle début mars et c'est juste fabuleux. Comment vous les attirez, tous ces artistes? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans ce moulin? C'est une âme? C'est quelque chose de décalé? C'est une parenthèse dans leur course? Alors, je vais vous dire, quand on a ouvert, personne ne nous connaissait. Puis on avait cet auditorium fabuleux qui était prévu pour accueillir tous ces artistes. Et on a pris notre licence d'organisation de spectacles. À partir de ce moment-là, on a commencé de recevoir et d'être sollicité par les artistes, par les tourneurs, par les agents et par les artistes. Aujourd'hui, c'est plusieurs propositions par semaine qu'on reçoit. Donc, ça veut dire qu'on en a plusieurs centaines en catalogue. Et quand on sort une saison, d'abord, on écoute tout. Alors, on ne peut pas répondre à tous parce que ça arrive presque tous les jours. On écoute tout. On a un comité de production aujourd'hui de sélection de 5 personnes qui se rencontrent plusieurs fois par an. Et on essaye de varier les plaisirs, on essaye de faire revenir quelquefois les gens vraiment qu'on a adorés parce que ça fait envie, quoi. Des fois ils reviennent mais dans un contexte différent et puis avec un groupe différent, voire même un style de musique différent. Donc c'est aussi, on fait varier les plaisirs aussi. Donc, la moitié des groupes qui sont retenus et qui sont choisis sont des gens qui se sont présentés à nous. Et l'autre moitié sont des gens qu'on est allés chercher. Parce qu'on écoute, parce qu'on lit la presse, parce qu'on va au spectacle, parce qu'on va au concert, à Clermont, à Saint-Étienne, ailleurs en France. Et parce que aussi, on a quelques connaissances qui nous permettent de dire tiens, à la sortie d'un concert, je vous laisse ma carte, vous pouvez me rappeler, et puis finalement les choses se nouent. Et puis des fois, on va aussi sur Internet écouter YouTube, Instagram. De temps en temps, on remplit sur le site Internet, on remplit le formulaire et puis on jette une pièce. Et puis quand on reçoit le devis, on se dit ah oui là d'accord, on vous écrira parce qu'on n'a pas des moyens démesurés. Faut savoir que en dehors du festival de BD, qui a un budget de 40 à 45 000 euros juste pour ce week-end-là, parce que c'est beaucoup d'artistes, c'est beaucoup d'événements, c'est beaucoup de frais. On fait à peu près 26 concerts et spectacles pour un budget en coût direct de 46 à 48 000 euros, on va dire de 45 à 50. Franchement, faut arriver à le faire, quoi. Tout à fait. Voilà. Quand on sait qu'on doit payer la SACEM, on doit payer les frais, on accueille les artistes, on les loge, on les nourrit. Quelquefois, ils viennent répéter. On leur paye le transport pour certains, parce que certains, le transport est inclus, d'autres non. Donc, des fois, on va les chercher. Voilà, et puis avec leur cachet qu'on essaye de négocier, mais il faut aussi que les artistes vivent. Bien sûr. Voilà, je trouve, là, en France, la culture est un peu sous perfusion. C'est dommage, mais les gens, ils se rendent pas compte du bonheur qu'ils ont d'aller voir un concert à 20 euros, à 25 ou à 30 euros. Et alors, j'allais vous demander, Xavier Omerin, comment il a réagi, le territoire, à cette création, à cette sortie de terre? Eh ben, plutôt bien, parce que les gens sont venus sous un prétexte ou sous un autre. C'est ce que, en fait, on leur a dit, mais moi, quand on me demande pourquoi vous avez fait ça, je lui dis voilà, je vais vous expliquer le but du Moulin de Nora, restaurer. Venez,
passez un bon moment, quel que soit le prétexte, soyez heureux au moulin et repartez avec l'envie de revenir. Voilà le contrat. C'est notre seul et unique contrat. Les gens vont venir pour une cousinade, ils vont venir pour un séminaire d'entreprise, ils vont venir pour une conférence, ils vont venir... Beaucoup d'événements gratuits. Hein. Je le dis pas aussi, mais avec 50 balles en poche, vous pouvez venir 10 fois au Moulin de Noirat. Et vous pourrez vous payer une bière ou une bouteille, et vous pourrez assister à plein d'événements gratuits. Commencez par la visite du moulin qui est gratuite, mais vous avez des apéros-concerts, des retransmissions de matchs de rugby. Le France-Angleterre, c'était 150 personnes samedi dernier qui hurlaient dans les différentes salles avec des écrans qui retransmettaient le match. Voilà, c'est des petits moments de bonheur. C'est un vrai lieu de vie et de convivialité. Voilà. On met ces petites choses bout à bout, et ça fait un endroit où moi j'ai plaisir à être, et où je crois que les Ambertois aussi, parce qu'ils nous ont bien rendu, ils nous l'ont bien rendu par leur présence au concert et à toutes les occasions qui sont organisées. Et dans cette dimension culturelle, on ne peut pas ne pas parler de l'Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes, forcément, qui est aussi un grand sujet de bonheur, de joie, d'étoiles dans les yeux. C'est ça. Alors ça, c'était plus inattendu dans ma vie et dans ma carrière. C'est cette proposition que j'ai reçue il y a 5 ans, à peu près, de devenir le président de l'Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'était pas encore Auvergne-Rhône-Alpes, qui était l'Orchestre national d'Auvergne. Le titre national est un titre, c'est une distinction qualitative qui a été donnée à une douzaine d'orchestres en France et qu'ils avaient obtenu en 2019. Bon, moi je suis un peu un fondu de musique, hein, je veux pas vous le cacher, hein, ça a été pendant longtemps et pendant toute ma carrière ma soupape. Alors, je suis plus mélomane que musicien. Je suis musicien pour amuser mes copains et essayer de pas déranger mes voisins. Voilà. Mais ça a été un vrai bonheur. Je travaille avec Lila Fourcade, qui est la directrice. J'ai découvert cet écosystème très nouveau pour moi, enfin très particulier. Hein. Là, on est dans le très très haut niveau d'exigence. On est dans l'engagement de professionnels à un niveau inimaginable. On est dans une sélection aussi des musiciens par des concours qui sont d'une exigence redoutable. Et puis on est dans le bonheur, pour moi, d'assister à tous ces concerts et puis de participer à la vie de l'Agora, puis c'est l'association qui gère l'orchestre. Donc avec toutes les tutelles, parce que la région est notre première et principale tutelle, mais la DRAC, le département, la ville de Clermont-Ferrand et la métropole. Et donc tous ces gens se mettent autour de la table aux assemblées générales et au conseil d'administration, et puis on essaye de monter à chaque fois le niveau d'exigence, le niveau. Là, dans les événements prochains, il y a une tournée en Corée au mois de mai, qui est formidable. Et puis il y a un événement aussi qui me tient à cœur, parce que avec Benoît Vaz, le directeur de l'ASM, et Jean-Claude Patz, son président, on a imaginé cet événement un peu fou d'un concert au milieu du stade Marcel Michelin le 3 juillet avec on espère 10 000 spectateurs. Et donc ça, c'est un événement incroyable, parce que c'est une première. En plein air, c'est quand même assez... En plein air, donc c'est une vraie gageure. Il n'y a pas zéro risque. Il y a effectivement... C'est beaucoup plus compliqué techniquement à réaliser que dans un auditorium ou dans une salle de spectacle. Mais c'est très... c'est très grisant de travailler sur ce projet-là. Bon, avec des gens, avec l'ASM... je vous cache pas ma sympathie et ma proximité avec ce club, comme un peu tous les Auvergnats. Hein. C'est quand même le club de rugby qui rassemble tous les Auvergnats. Et donc, 3 juillet, les 4 saisons de Vivaldi, dirigées et données par notre chef principal, qui s'appelle Thomas Zetmeyer, qui sera le soliste.
Et puis la 9e symphonie de Beethoven, dont on connaît tous l'Ode à la joie, qui est l'hymne européen, mais avant l'Ode à la joie, qui est plutôt sur la fin de la symphonie, vous avez 45 minutes de musique virevoltante avec des thèmes fabuleux, voilà. C'est 45 musiciens, c'est 100 choristes professionnels, c'est des chœurs amateurs qui vont chanter l'Ode à la joie dans les tribunes. C'est une régie lumière fabuleuse. C'est 5000 sièges qui seront posés sur la pelouse. C'est des écrans immenses. Voilà, c'est l'assurance d'une soirée incroyable. Alors, je ne peux qu'encourager les auditeurs à prendre leurs billets. Il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les goûts. Les entreprises peuvent prendre des hospitalités, inviter leurs clients, manger sur place. Et puis les gens qui ont un peu moins de moyens aussi ont des places tout à fait accessibles pour assister à ce concert qui sera un événement exceptionnel. Et quand on sait la recherche permanente de la perfection vers la note ultime et dans l'harmonie dans laquelle est positionné cet Orchestre national d'Auvergne en permanence et auquel ils arrivent tous, c'est un vrai miracle à chaque fois quand on les écoute et qu'ils sont tous en harmonie. On ne peut espérer que cette soirée-là soit un très très grand moment. Ouais. Oui, c'est une recherche chaque fois qu'ils montent sur scène, chaque fois qu'ils prennent leurs instruments, c'est une recherche de perfection permanente. Et à ce niveau-là, c'est impressionnant, c'est bluffant. Et puis surtout, pour les spectateurs, pour les auditeurs, c'est un bonheur, un plaisir. Je vais pas... On va dire, je ne suis pas forcément objectif, mais j'ai quand même la prétention de dire que c'est un des meilleurs orchestres sur la partie cordes, 22 cordes. C'est un orchestre à cordes, donc un orchestre de chambre, qui fait partie des tout premiers orchestres au monde. Il est cité tous les ans au Classical Music Award. Donc c'est pas n'importe quoi. Il n'y a pas énormément d'orchestres en France qui sont cités. Alors comment ils sont nominés, pour le moment, on n'a pas encore eu le Graal, mais c'est déjà une performance. C'est une première reconnaissance. Que d'avoir plusieurs années de suite une nomination pour des enregistrements fabuleux. Alors on retrouve l'orchestre dans des musiques de films, on les retrouve avec les plus grands solistes, quel que soit l'instrument. On les retrouve une vingtaine de fois en mode symphonie. Donc là, on a une adjonction de vent, une quinzaine de vent et percussions, qui viennent se joindre à l'orchestre à cordes pour donner des œuvres du programme baroque, classique, romantique, contemporain. Donc la palette est très large. Ils sont aussi à l'aise en musique baroque qu'en musique romantique, alors que ce sont deux styles de musique très différents et que même techniquement, ils ne jouent pas de la même manière. Mais voilà, c'est un grand bonheur à chaque fois d'essayer de leur apporter. Alors moi, je leur apporte mon expérience de chef d'entreprise. Bien alors sûr. C'est sur des petites choses. Et je travaille en vraiment bonne entente avec toute l'équipe support. C'est quand même une douzaine de salariés. Ça va de la production à la communication, à la compta. Enfin bon, une petite entreprise. Une entreprise, mais tout à fait. Voilà, et je salue tous les musiciens de l'orchestre et toute l'équipe administrative. Et ce haut niveau, eh bien, vous l'avez aussi côtoyé et vous en avez été un acteur, vous venez de l'aborder un peu, avec ce que sont les sportifs de haut niveau, avec l'ASM Clermont-Auvergne, dans laquelle vous êtes toujours, l'entreprise est toujours investie, et qui a été également un temps fort de tout votre parcours entrepreneurial. Oui, effectivement. Alors, pour remonter aussi dans l'histoire, moi, j'ai fait mes études secondaires à Godefroy-de-Bouillon. Voilà. En gros, je le fais court, 6e terminale, 7 ans, c'était le septennat de Giscard d'Estaing, donc c'est comme ça que je m'en souviens. Hein. Voilà. Je passe mon bac en 81, et qu'est-ce qu'on fait quand on habite à quand on étudie à Godefroy-de-Bouillon dans les années 70, et place de Lille, et qu'on a le siège de l'ASM de l'autre côté?
Et ben le mercredi, on traverse la place de Lille et puis on va s'inscrire alors au rugby, au judo, au ski, enfin à toutes les activités possibles. Et donc on fait du sport à l'ASM. Et qu'est-ce qu'on fait le lundi matin quand le premier prof entre dans la classe? Et ben on débriefe le match du week-end. Et moi j'avais un oncle qui était ouvrier chez Michelin. Et qui était, vous savez, les années 70, on parle d'une période un peu lointaine. Il fallait un membre de la famille autorisé pour les sorties le week-end, quand je rentrais pas chez mes parents. Et donc mon oncle venait me chercher. Et qu'est-ce qu'on allait faire le dimanche? On allait au stade Michelin, voilà. Et donc moi j'ai toujours aimé ce sport. J'ai continué à le suivre. Et je suis devenu partenaire de l'ASM quand j'en ai eu les moyens, parce que bon, faut quand même, voilà. Et puis progressivement, d'abord un partenaire, un petit partenaire avec quelques places, un panneau, 2003, 2004, et puis 2012 partenaire maillot, donc sponsor maillot. Et puis depuis, voilà, les Caps de l'Extrême apparaissent sur le maillot de l'ASM. Et puis j'ai eu l'occasion d'être un membre du conseil d'administration. C'est un vrai bonheur parce qu'on a travaillé en bonne intelligence et vraiment avec à une période, je vous cache pas, une période un petit peu formidable, quoi. Cette grosse décennie où l'ASM marchait un peu sur l'eau et sur le toit de l'Europe, mais on y revient, donc ça me fait plaisir. Voilà, on retrouve nos joueurs comme on les a connus. Après un petit passage à vide, mais bon, vous savez, tous les clubs sportifs passent par là. Comme les entreprises. Où ce n'est jamais linéaire et où tous les matins, eh bien, on réinvente le monde. C'est la force de l'humain. Hein. Oui. C'est la force de l'humain. C'est-à-dire que là où vous mettez des hommes, vous mettez de l'incertitude, parce que c'est la complexité de l'homme. Et vous mettez aussi de l'exaltation lorsque, avec un groupe d'hommes et de femmes, vous arrivez à construire quelque chose pour les autres. Voilà. Un dernier message à cette terre d'Auvergne que vous aimez tant, Xavier Aumerin. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pourvu que ça dure, oui. Qu'on continue d'être heureux chez nous, que nos montagnes illuminent nos journées. Et que les gens viennent vivre en Auvergne aussi, et vivre en Berre, parce que c'est un endroit formidable, paisible, où en plus en Berre vous avez une vie un petit peu autarcique, vous savez, parce qu'on est un peu loin de tout. Donc vous avez 60 associations de tous les sports, de toutes les activités possibles, et pour tous les âges. Et dans ces 60 associations, quelques-unes ont émergé pour créer des événements nationaux et internationaux. Festival d'Ambert, l'Art d'Auvergne, les Fourmopholies. Enfin voilà, il y a des choses incroyables qui se passent à Ambert. Et moi, je peux qu'inviter les touristes à venir y passer les vacances. Un petit tour par le moulin de Noirat. Et puis voilà. Merci à vous. Et la vie est belle. Merci Xavier Aumerin. Merci de ce temps d'échange. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette émission qui était exceptionnelle, vous l'avez compris. Mais c'était une émission de passion. J'espère que nous vous l'avons fait partager. Et à très bientôt sur Logos FM. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.